Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la lecture de la 7e partie de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Si vous souhaitez lire avec moi ce livre, je vous invite à l'attraper et m'écouter en même temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes les parties de ma lecture en barre d'infos et en commentaire épinglé. J'en étais ici quand Jane reçoit la visite d'une personne, comment ça s'appelle, d'une école, d'un pensionnat, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. J'étais tout naturellement portée à craindre et à détester Madame Reed, elle qui semblait sans cesse destinée à me blesser cruellement. Je n'étais jamais heureuse en sa présence. Quels que fussent mes soins pour lui obéir et lui plaire, mes efforts étaient toujours repoussés, et je ne recevais en échange que des reproches semblables à celui que je viens de rapporter. Cette accusation qui m'était infligée devant un étranger me fut profondément douloureuse. Je voyais vaguement qu'elle venait de briser toutes mes espérances dans cette nouvelle vie où je devais entrer. Je sentais confusément, et sans m'en rendre compte, qu'elle semait l'aversion et la malveillance sur le foyer transformé aux yeux de M. Brocklehurst en petite fille dissimulée. Et que pouvais-je faire pour effacer cette injustice? Rien, rien, pensai-je en moi-même. Je m'efforçais de réprimer un sanglot, et j'essuyai rapidement quelques larmes, preuve trop évidente de mon angoisse. Le mensonge est un triste défaut chez un enfant, dit M. Brocklehurst, et celui qui aura trompé pendant sa vie trouvera la punition de ses fautes dans un gouffre de flammes et de soufre. Mais elle sera surveillée. Je parlerai d'elle à mademoiselle Temple et aux institutrices. Je voudrais, continua madame Reed, que son éducation fût en rapport avec sa position, qu'on la rendît utile et humble. Quant aux vacances, je vous demanderai la permission de les lui laisser passer à Lowood. Vos projets sont pleins de sagesse, madame, reprit M. Brocklehurst. L'humilité est une vertu chrétienne, et elle est nécessaire, surtout aux élèves de Lowood. Je demande sans cesse qu'on apporte un soin tout particulier à la leur inspirer. J'ai longtemps cherché les meilleurs moyens de mortifier en elle le sentiment mondain de l'orgueil, et l'autre jour, j'ai eu une preuve de mon succès. Ma seconde fille est allée avec sa mère visiter l'école, et, à son retour, elle s'est écriée « Oh, mon père ! Combien tous ces enfants de Lowood semblaient tranquilles et simples, avec leurs cheveux relevés derrière l'oreille, leurs longs tabliers, leurs petites poches cousues à l'extérieur de leurs robes. Elles sont vêtues presque comme les enfants des pauvres. » Et, ajouta-t-elle, elle regardait ma robe et celle de maman, comme si elles n'eussent jamais vu de soie. Voilà une discipline que j'approuve entièrement, continua madame Reed. J'aurais cherché dans toute l'Angleterre, que je n'eusse rien trouvé de mieux pour le caractère de Jane. Mais, mon cher monsieur Brocklehurst, je demande de l'uniformité sur tout point. Certes, madame, c'est un des premiers devoirs chrétiens, et à Lowood, nous l'avons observé dans tout. Une nourriture et des vêtements simples, un bien-être que nous avons eu soin de ne pas exagérer, des habitudes dures et laborieuses. Telle est la règle de cette maison. Très bien, monsieur. Alors,
enfant sera reçu à Lowood, qu'elle y sera élevée comme il convient à sa position et en vue de ses devoirs à venir. Vous le pouvez, madame. Elle sera placée dans cet asile de plantes choisies, et j'espère que l'inestimable privilège de son admission la rendra reconnaissante. Je l'enverrai aussi tôt que possible, monsieur Brocklehurst, car j'ai bien hâte, je vous assure, d'être débarrassé d'une responsabilité qui devient aussi lourde. Sans doute, madame, ajouta-t-il, je me vois obligé de vous faire mes adieux. Je ne retournerai à mon château que dans une semaine ou deux, car mon bon ami, l'archidiacre, ne veut pas me permettre de le quitter avant ce temps-là. Mais je ferai dire à mademoiselle Temple qu'elle a une nouvelle élève à attendre, et ainsi la réception de mademoiselle Jane n'éprouvera aucune difficulté. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Rappelez-moi au souvenir de madame et de mademoiselle Brocklehurst. Je n'y manquerai pas, madame. Petite, dit-il en se tournant vers moi, voici un livre intitulé « Le guide de l'enfance ». Vous lirez les prières qui s'y trouvent, mais lisez surtout cette partie. Vous y verrez raconter la mort soudaine et terrible de Martha, méchante petite fille qui, comme vous, avait pris l'habitude du mensonge. En disant ces mots, M. Brocklehurst me mit dans la main une brochure soigneusement recouverte d'un papier, et, après avoir fait demander sa voiture, il nous quitta. Je restai seule avec madame Reed. Quelques minutes se passèrent en silence. Elle cousait et je l'examinais. Madame Reed pouvait avoir 36 ou 37 ans. C'était une femme d'une constitution robuste, aux épaules carrées, aux membres vigoureux. Elle n'était point lourde, bien que petite et forte, sa figure paraissait large, à cause du développement excessif de son menton. Elle avait le front bas, la bouche et le nez assez réguliers. Ses yeux, sans bonté, brillaient sous des cils pâles. Sa peau était noire et ses cheveux blonds. Quoi? Bon, oui. D'un tempérament fort et sain, elle ignorait la maladie. C'était une ménagère soigneuse et habile, qui surveillait aussi bien ses fermes que sa maison. Ses enfants seuls se riaient quelquefois de son autorité. Elle s'habillait avec goût, et sa tenue faisait toujours ressortir sa toilette. Assise sur une chaise basse, non loin de son fauteuil, j'avais pu l'examiner et étudier tous les traits de son visage. Je tenais dans ma main ce livre, qui racontait la mort subite d'une menteuse. Mon attention s'y reporta, et ce fut comme un avertissement pour moi. Ce qui venait de se passer, ce que madame Reed avait dit à M. Brocklehurst, toute leur conversation était encore récente et douloureuse dans mon esprit. Chaque mot m'avait frappé comme un dard, et j'étais là, agité par un vif ressentiment. Madame Reed leva les yeux de son ouvrage, les fixa sur moi, et ses doigts s'arrêtèrent. « Sortez d'ici, retournez dans votre chambre, me dit-elle. Mon regard, ou je ne sais quelle autre chose, l'avait sans doute blessée, car, bien qu'elle se contint, son accent était très irrité. Je me levai et me dirigeai vers la porte, mais je revins sur mes pas. J'allai du côté de la fenêtre, puis au milieu de la chambre. Enfin, je m'approchai d'elle. Il fallait parler. J'avais été impitoyablement foulée aux pieds. Je sentais le besoin de me venger. Mais comment? Quelles étaient mes forces pour lutter contre une telle adversaire? Je fis appel à tout ce qu'il y avait d'énergie en moi, et je la concentrai dans ces seuls mots.
je ne suis pas dissimulée. Si je l'étais, j'aurais dit que je vous aimais, mais je déclare que je ne vous aime pas. Je vous déteste plus que tout au monde, excepté toutefois John Reed. Ces histoires de menteuses, vous pouvez la donner à votre fille Georgiana, car c'est elle qui vous trompe, et non pas moi. Les doigts de Madame Reed étaient demeurés immobiles. Ses yeux de glace continuaient à me fixer froidement. « Qu'avez-vous encore à me dire ?» me demanda-t-elle, d'un ton qu'on aurait plutôt employé avec une femme qu'avec une enfant. Ce regard, cette voix, réveillèrent toutes mes antipathies. Émue, aiguillonnée par une invincible irritation, je continuai. Je suis heureuse que vous ne soyez pas une de mes parentes. Je ne vous appellerai plus jamais ma tante. Je ne reviendrai jamais vous voir lorsque je serai grande. Et quand quelqu'un me demandera si je vous aime et comment vous me traitiez, je lui dirai que votre souvenir seul me fait mal et que vous avez été cruel pour moi. Comment oseriez-vous affirmer de semblables choses, Jane? Comment je l'oserais, Madame Reed? Je l'oserais parce que c'est la vérité. Vous croyez que je ne sens pas et que je ne puis vivre sans que personne m'aime, sans qu'on soit bon pour moi. Mais non, et vous n'avez pas eu pitié de moi. Je me rappellerai toujours avec quelle dureté vous m'avez repoussé dans la chambre rouge. Quel regard vous m'avez jeté alors que j'étais à l'agonie. Et pourtant, oppressé par la souffrance, je vous avais crié « Ma tante, ayez pitié de moi !» Et cette punition, vous me l'aviez infligée, parce que j'avais été frappée, jetée à terre, par votre misérable fils. Je dirai l'exacte vérité à tous ceux qui me questionneront. On croit que vous êtes bonne, mais votre cœur est dur, et vous êtes quand j'eus cessé de parler. Le plus étrange sentiment de triomphe que j'ai jamais éprouvé s'était emparé de mon âme. Je crus qu'une chaîne invisible s'était brisée et que je venais de conquérir une liberté inespérée. Je pouvais le croire en effet, car Madame Reed semblait effrayée. Son ouvrage avait glissé de ses genoux. Elle levait les mains, paraissait agitée, et, à sa figure contractée, on eût dit qu'elle allait pleurer. « Jane, me dit-elle, vous vous trompez. Qu'avez-vous? Pourquoi tremblez-vous si fort? Voulez-vous boire un peu d'eau? » « Non, Madame Reed. »« Souhaitez-vous quelque chose? » ?»« Jane, je vous assure que je désire être votre amie. »« Non. Vous prétendiez tout à l'heure devant M. Brocklehurst que j'avais un mauvais caractère et que j'étais une menteuse. Mais tout le monde saura votre conduite à Lowood. Jane, ce sont là des choses que vous ne comprenez pas. Il faut bien corriger les enfants de leurs défauts. Le mensonge n'est pas mon défaut, m'écriai-je d'une voix sauvage. Avouez, Jane, que vous êtes en colère, et maintenant, retournez dans votre chambre, ma chère enfant, et couchez-vous un peu. Je ne suis pas votre cher enfant, et ne puis pas me coucher. Envoyez-moi en pension, aussitôt que vous le pourrez, Madame Reed, car je déteste cette maison. Oh, oui, je t'y enverrai, aussitôt que possible, murmura Madame Reed, en ramassant son ouvrage. Puis, elle quitta vivement la chambre. On m'avait laissé seule, maîtresse du terrain. C'était ma plus rude bataille. Ma première victoire. Je restai un moment à la place où s'était assis M. Brocklehurst, jouissant de ma solitude conquise. D'abord, je me souris à moi-même, et je sentis mon être se dilater. Mais ce farouche plaisir cessa aussi vite que les battements accélérés de mon pouls. Un enfant ne peut pas discuter avec ses supérieurs, ainsi que je l'avais fait. Il ne peut pas donner un libre cours
madame Reed. Mon esprit flamboyait comme un tas de bruyère embrasée. Mais, de même que celle-ci, après avoir été enflammée, ne laisse plus que de cendres, mon âme se trouva anéantie. Lorsque, après une demi-heure de silence et de réflexion, je reconnus la folie de ma conduite et la tristesse d'une position où j'étais haï autant que je haïssais. J'avais goûté la vengeance pour la première fois. Comme les vins épicés, elle me sembla agréable, chaude et vivifiante, mais l'arrière-goût métallique et brûlant me laissa la sensation d'un empoisonnement. Alors je serais allé de bon cœur demander pardon à madame Reed. Mais je savais par l'expérience et par l'instinct que je l'aurais ainsi rendue plus ennemie et que j'aurais excité les violents entraînements de ma nature. Le moins que je pusse montrer, c'était l'emportement dans mes paroles. Le moins que je pusse sentir, c'était une sombre indignation. Je pris un volume de contes arabes en m'efforçant de lire, mais je ne compris rien. Ma pensée flottante ne pouvait se fixer sur moi-même, ni sur ces pages que j'avais trouvées jadis si séduisantes. J'ouvris la porte vitrée de la salle à manger. Le bosquet était silencieux. Une gelée que n'avait brisée ni le soleil, ni le vent couvrait la terre. Je me servis de ma robe pour envelopper ma tête et mes bras, et j'allais me promener dans une partie du parc tout à fait séparée du reste. Mais je ne trouvais plus aucun plaisir sous ces arbres silencieux, parmi ces pommes de pin, dernière dépouille de l'automne dont le sol était couvert, au milieu de ces feuilles mortes amoncelées par le vent et roidies par les glaces. Je m'appuyais contre la grille et je regardais un champ vide où les troupeaux ne passaient plus et où l'herbe avait été tondue par l'hiver et revêtue de blanc. C'était un jour bien sombre, un ciel bien obscur, tout chargé de neige. Par intervalles, des flocons de glace tombaient sans se fondre sur le sentier durci. Et dans le clos couvert de givre, j'étais triste et malheureuse, et je murmurais tout bas. Que faire? Que faire? J'entendis tout à coup une voix claire me crier. Mademoiselle Jane, où êtes-vous? Venez déjeuner. C'était Bessie. Je le savais, et je ne répondis rien. Mais bientôt, le bruit léger de ses pas arriva jusqu'à moi. Elle traversait le sentier et se dirigeait de mon côté. Méchante petite fille, me dit-elle, pourquoi ne venez-vous pas quand on vous appelle? La présence de Bessie me sembla encore plus douce que les pensées dont j'étais accablée, bien que, selon son habitude, elle fût un peu de mauvaise humeur. Le fait est qu'après ma lutte avec madame Reed et ma victoire sur elle, la colère passagère d'une servante me touchait peu, et j'étais prête à venir me réchauffer à la lumière de son jeune cœur. Je jetai donc mes deux bras autour de son cou en lui disant « Venez, Bessie, ne me grondez plus. » Je ne m'étais jamais montrée si ouverte, si peu craintive. Cette manière d'être plut à Bessie. « Vous êtes une étrange enfant, mademoiselle Jane, me dit-elle en me regardant. Une petite créature vagabonde, aimant la solitude. Vous allez en pension, n'est-ce pas? Je fis un signe affirmatif. Et n'êtes-vous pas triste de quitter la pauvre Bessie? Que suis-je pour Bessie? Elle me gronde toujours. C'est qu'ainsi vous vous montrez
certain que vous n'êtes pas bien traité. Ma mère, lorsqu'elle vint me voir la semaine dernière, me dit que pour rien au monde, elle ne voudrait voir un de ses enfants à votre place. Mais venez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne le pense pas, Bessie. Enfant, que voulez-vous dire? Pourquoi fixer sur moi un regard si triste? Eh bien, vous saurez que monsieur, madame et mesdemoiselles sont allés prendre le thé chez une de leurs connaissances. Quant à vous, vous le prendrez avec moi. Je demanderai à la cuisinière de vous faire un petit gâteau et ensuite vous m'aiderez à visiter vos tiroirs, parce qu'il faudra bientôt que je fasse votre mal. Madame veut que vous quittiez Gateshead dans un jour ou deux. Vous choisirez ceux de vos vêtements que vous voulez emporter. Bessie, dis-je, promettez-moi de ne plus me gronder jusqu'à mon départ. Eh bien, oui, mais soyez une bonne fille et n'ayez pas peur de moi. Ne reculez pas quand je parle un peu haut, car c'est ce qui m'irrite le plus. Je ne crois pas avoir jamais peur de vous maintenant, Bessie, parce que je suis habituée à vos manières, mais j'aurai bientôt de nouvelles personnes à craindre. Si vous les craignez, elles vous détesteront. Comme vous, Bessie. Je ne vous déteste pas, mademoiselle. Je crois vous aimer encore plus que les autres. Vous ne me le montrez pas. Intraitable petite fille. Voilà une nouvelle façon de parler. Qui donc vous a rendu si hardi? Bientôt je serai loin de vous, Bessie. Et d'ailleurs, j'allais parler de ce qui s'était passé entre moi et madame Reed. Mais, à la réflexion, je pensais qu'il valait mieux garder le silence sur ce sujet. Et alors, vous êtes contente de me quitter? Non, Bessie, non, en vérité. Et même dans ce moment, je commence à en être un petit peu triste. Dans ce moment et un peu, comme vous dites cela froidement, ma petite demoiselle, je suis sûre que si je vous demandais de m'embrasser, vous me refuseriez. Oh non, je veux vous embrasser, et ce sera un plaisir pour moi. Baissez un peu votre tête. Bessie s'inclina et nous nous embrassâmes. Puis, étant tout à fait remise, je la suivis à la maison. L'après-midi se passa dans la paix et l'harmonie. Le soir, Bessie me conta ses histoires les plus attrayantes et me chanta ses chants les plus doux. Même pour moi, la vie avait ses rayons de soleil. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine.